Mesdames et messieurs, bonjour. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui d'être dans les bureaux de la Fédération des entreprises de Belgique, la FEB, et nous sommes en compagnie de Peter Timmermans, l'administrateur délégué de la FEB. Peter Timmermans, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la situation sur le front des entreprises aujourd'hui? Aujourd'hui, les entreprises se trouvent dans une situation assez pénible, assez difficile. Vous savez que notre croissance économique diminuera. C'est depuis des siècles, ça n'a jamais passé, diminuera de 7 à 8% cette année-ci. À peu près, je dirais, 50 000 entreprises se trouvent dans une situation assez pénible. On a fait étudier ça. Qu'est-ce que vous entendez par pénible? Pénible, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une bonne santé avant la crise et aujourd'hui, ils rencontrent des problèmes. Peu ou pas de chiffre d'affaires, parce que quand on est fermé, on ne vend rien. La difficulté d'exporter de temps en temps. En plus, le Brexit s'annonce avec des problèmes qu'on voit déjà. Il y a des camions déjà devant les ports qui attendent de pouvoir exporter leurs produits. Et puis, il y a l'incertitude. Heureusement, il y a un point positif, c'est le vaccin. Le vaccin, d'une manière ou d'une autre, est là, mais ça prendra encore des mois et des mois avant que tout le monde ait reçu son vaccin. Donc, nous pensons que les entreprises vont traverser une période assez difficile le premier semestre, jusqu'au mois de septembre, en tout cas de l'année prochaine. Et soit il y a un prolongement, une prolongation des mesures, chômage temporaire par exemple ou autre. Ça, c'est à court terme, c'est pour, comment dirais-je, traverser une période où il y a un manque de liquidité. Ou bien, et ça c'est notre préférence, on travaille maintenant, on élabore plutôt des mesures, disons, de solvabilité. Ça, on va en parler, mais pour objectiver un petit peu la situation sur le front des entreprises, vous faisiez référence à 50 000 entreprises qui étaient en difficulté financière. Concrètement, vous vous attendez quoi? Quelles sont vos projections en matière de faillite, en matière de perte d'emploi? C'est vrai qu'il y a des chiffres assez alarmistes qui circulent, notamment via Gredon. Vous aviez fait il y a quelques mois, il y a 2 mois environ, une étude avec Gredon qui montrait qu'une entreprise sur 6 était, je dirais, en situation délicate. Peut-être pas en risque de faillite, mais pas loin. Est-ce que ces chiffres se sont aggravés avec la deuxième vague ou bien les mesures de soutien suffisent aujourd'hui à les maintenir, j'allais dire, un petit peu au-dessus de l'eau, quoi? Mais en tout cas, les chiffres ne se sont pas améliorés, disons cela. Il y avait une petite hausse de la croissance économique au mois d'octobre-novembre. Puis il est venu la deuxième vague. Donc il y a de nouveau une sorte d'attente. On attend, et ça, c'est jamais une bonne chose. Donc nous croyons vraiment que, comme je dirais, 40 à 50 000 entreprises sont dans une zone délicate, difficile. Et naturellement, j'espère le moins de faillites possible. Ça, c'est toujours l'espoir de tout le monde. On pense quand même que le nombre de chômeurs potentiels s'élève à 100 000 l'année prochaine. L'année prochaine, graduellement. Le 1er janvier, il n'y aura pas, du coup, du jour au lendemain, il n'y aura pas 100 000 de chômeurs en plus, mais graduellement. Et pour cela, nous devons déjà préparer cette période de crise, cette période difficile. Mais est-ce qu'il faut attendre que le virus soit complètement maîtrisé avant de prendre des mesures, notamment en matière de... Non, il faut les prendre maintenant. Il faut les annoncer maintenant. Il faut maintenant élaborer un plan de solvabilité, annoncer des mesures, comme Alexander De Croo l'a déjà fait avec son réserve de reconstitution, son réserve Corona. Mais il y a encore d'autres pistes à examiner. Mais parlons-en. Il y a effectivement le carry-back qui a été voté par le Parlement. Il y a le système de la réserve de reconstruction, effectivement, qui permet aussi de reconstituer un petit peu les fonds propres. Mais beaucoup disent que ce n'est pas suffisant du tout. Quelles sont, pour vous, les pistes à privilégier? Les pistes à privilégier, je pense qu'il y en a 2-3 à examiner à très court terme. Un, c'est un système de prêts reportés. Donc donner la possibilité des entreprises à faire appel à une instance où on peut emprunter de l'argent sans qu'on intervienne dans le capital direct. Ce sont des prêts reportés. Le plan bazooka de plan bancaire est très important. Peut-être il faut l'élargir un tout petit peu à
à d'autres entreprises. Et troisièmement, je pense qu'il faut d'une manière ou d'une autre, sans l'appeler comme ça, mais c'est l'esprit de l'intérêt national. Parce que vous savez que l'intérêt national à l'époque a sauvé énormément d'entreprises après la crise financière. C'est-à-dire, quand j'emprunte chez mon banquier, je peux déduire les frais de l'emprunt. Quand j'injecte moi-même en tant que famille ou en tant qu'investisseur de l'argent dans une entreprise, je ne peux pas le déduire. Donc, cet esprit-là, il faut le vous demandez à ce qu'on puisse déduire de nouveau une partie des capitaux propres qui sont injectés pour... Oui, pour sauver des entreprises. Et dernièrement, je pense que quand il y a 300 milliards d'euros sur les comptes bancaires qui ne rapportent rien, ou pratiquement rien, où il y a même une perte nette en termes réels, si on pourrait mobiliser 10% de ces 300 milliards, c'est 30 milliards, et mobiliser cet argent pour l'investir dans l'économie, dans les entreprises, dans les projets que présentent les entreprises, ce serait quand même une chose. Est-ce que vous croyez vraiment que, vu le contexte, bon, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans une situation compliquée. Est-ce que le risque étant plus élevé, les gens vont franchir le pas, ou bien est-ce qu'ils doivent être un petit peu incités? Mais il faut les inciter, comme Coreman de Klerk à l'époque, il y a 30-40 ans, après la crise pétrolière, il y avait aussi une crise de solvabilité. Il y avait énormément de faillites, d'entreprises qui tombaient en faillite. Alors, à ce moment-là, le gouvernement, Martens Gol, avait dit « Incitons les gens à investir un petit morceau de leur épargne dans l'économie. » Et ça a marché. Il y avait un incitant fiscal, il y avait un incitant fiscal au niveau de l'impôt des sociétés pour les entreprises. Donc, c'était un win-win. Et donc, je pense que cet esprit-là, nous devons, d'une manière ou d'une autre, le réintroduire aujourd'hui de nouveau. Et alors, tout ça prendra quelques mois, mais les entreprises, aujourd'hui, s'ils reçoivent un signal de ce genre-là, ils disent « Ah, on est préoccupé de notre avenir. » Et on pense à long terme. Les mesures que le gouvernement de Croo a prises et a prolongées jusqu'à présent, excellentes, parfaites, pas de critique du tout, mais ce sont des mesures de liquidité. On aide les entreprises hic et nunc, mais on ne pense pas suffisamment à moyen et long terme. François Langlais, qui est un journaliste spécialisé en économie, on l'a rencontré à l'occasion de la publication d'un de ses livres, nous disait finalement la France va sans doute prolonger de manière beaucoup plus importante et beaucoup plus longue les aides en matière de liquidité, justement, les aides de soutien, les aides et les soutiens aux entreprises. Est-ce que vous pensez qu'on peut longtemps encore soutenir les entreprises sans dégrader aussi les finances publiques et quelque part, corollairement, ça enlève aussi une capacité alors pour le futur en matière d'investissement dans ce qu'on appelle les investissements productifs, en matière de mobilité, etc., etc. Quel est votre regard par rapport à ça? Je pense c'est toujours très difficile de trouver l'équilibre entre ces éléments-là. D'un côté, soutenir les entreprises, parce que si on ne le fait pas, c'est du chômage en plus, c'est des pertes de pouvoir d'achat, donc moins de consommation, encore plus d'épargne. Pour certains, le taux d'épargne s'élève maintenant à 22%. Oui, record historique. Et un record historique, normalement, c'est autour de 12-13%. Donc, si on pourrait mobiliser une partie de cette épargne, ce serait une très bonne chose. Mais ça, donc, il faut, à mon avis, prolonger le temps nécessaire, les mesures de soutien, pour éviter encore une situation beaucoup plus pire. Deux, en ce qui concerne l'investissement productif, ne se tournons uniquement pas vers le budget de l'État ou les moyens qui viennent de l'Europe, parce qu'on parle de 5 milliards. C'est énorme, mais en termes d'investissement, c'est peanuts. Si nous voulons vraiment doubler le taux d'investissement dans le secteur public, aujourd'hui 2%, et aller vers 4%. C'est l'objectif de la Vivaldi d'ailleurs. C'est l'objectif de la Vivaldi. On a besoin de beaucoup plus de milliards, Donc, des systèmes de partenariat privé-public absolument nécessaires. La mobilisation de l'épargne des 300 milliards d'une manière absolument nécessaire, parce qu'alors on peut créer un effet de levier. L'État injecte 5 milliards qui viennent de l'Europe, le secteur privé
travaille ensemble avec le secteur public et on crée un effet de levier pour passer à 10, 15, 20 milliards. C'est ce que Thomas Dermy disait, mais ça veut dire, un effet de levier. Ça veut dire carrément, et ça je manque un peu jusqu'à présent, que ce débat sur le plan de relance s'ouvre également à des opportunités pour le secteur privé, ou en tout cas pour du partenariat privé-public. Parce qu'avec les 5 milliards, si on fait deux grands projets dans le secteur de l'énergie ou de mobilité, c'est fini. Hein? Vous me tendez une perche énorme. Effectivement, parlons un petit peu de relance. La Flandre, il y a quelques jours, demandait 3 milliards sur les 5 milliards. La région wallonne tient la couverture à elle aussi au niveau des projets. On entend un peu tout, je ne veux pas dire tout et son contraire, mais chacun lance des grandes idées. Tous les ministres lancent aussi des grandes idées, veulent être incorporés dans le draft qui sera envoyé à la Commission européenne pour fin avril 2021. Ça fait un peu cacophonie. Quels doivent être, selon vous, les critères pour un plan de relance? Et d'abord, peut-être question préalable, mais est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression, effectivement, que tout ça est un petit peu chaotique et qu'on ne va pas dans la bonne direction? Quand il y a 4 ou 5 gouvernements qui sont impliqués, c'est toujours un peu chaotique, parce qu'au début, tout le monde va trouver un peu ses marques. Mais j'espère quand même, ou j'espère vraiment qu'on part de quelques principes de base. Un, si on commence à répartir de l'argent, 5 milliards, très peu, trop peu, mais si on commence d'abord le débat sur la répartition des moyens, on est en train de saupoudrer l'effort. Donc, réfléchissons d'abord au contenu, à la stratégie, au projet qu'on veut, les grandes idées qu'on veut défendre, et puis par après, on pourrait se mettre d'accord sur, OK, autant pour la Flandre, autant pour Bruxelles, la Wallonie, ou peut-être au niveau fédéral, ou peut-être des formes de collaboration, parce que, honnêtement, des projets de mobilité, je dis toujours avec une boutade, le Rhin de Bruxelles ne commence pas à Zaventem et ne s'arrête pas à Grand Bigard. Il y a 3 régions qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre, et on le voit maintenant avec le fameux projet à Bruxelles. Directement, on est confronté au fait que la Belgique, autour de Bruxelles, tout est lié à tout. Donc, d'abord, ne commençons pas avec une discussion sur la répartition des moyens. 2, commençons avec ce qu'on veut vraiment. Et pour nous, il y a le digital, l'énergie et la mobilité. Ce sont 3 soucis, 3 axes très importants. Et troisièmement, développons des projets où il y a une possibilité de créer un effet de levier, c'est-à-dire d'impliquer le secteur privé. Parce que ça donnera ça aura un impact beaucoup plus grand sur notre économie. Et quatrièmement, de grâce, et j'espère que tout le monde est convaincu, limitons ces moyens limités aux projets des investissements productifs. Alors, c'est quoi un investissement productif? Un investissement productif, j'investis aujourd'hui 100 et ça rapporte 110, 120, 130 à l'avenir. Ce ne sont pas des efforts ou des dépenses courantes. Donc, par exemple, engager du personnel supplémentaire ou augmenter les salaires des fonctionnaires, ce n'est pas un investissement productif. Non, c'est productif d'un autre sens, mais c'est une dépense courante. D'ailleurs, ce ne sera pas toléré ou accepté par l'Europe. N'oublions pas, et beaucoup de gens... Il y a des critères. Beaucoup de gens l'oublient. L'Europe a mis à disposition de la Belgique 5 milliards, mais conditionné. Donc l'argent n'arrivera pas comme ça sur un compte en banque ici à Bruxelles. C'est quoi les conditions? Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Les conditions, il faut que ça s'inscrive dans le Green Deal. Il faut que certains projets aient un aspect très, très écologique. Il y a des critères hyper complexes. Ça, c'est l'Europe, mais OK, c'est un garde-fou et ça a comme conséquence que ceux qui doivent décider des projets ici à accepter ou pas accepter en Belgique sont d'une manière ou d'une autre quand même guidés par ces critères-là. Et ça, je trouve une bonne chose, parce qu'autrement, nous avons fait un effort avec nos membres. Tout le monde a des bonnes idées, mais il faut aussi... Le projet doit être un projet d'une certaine envergure, au moins 10 millions d'euros. Donc, ce dont la Belgique n'a pas besoin, c'est un catalogue 3 Suisse, où tout le monde, où chaque ministre, ou chaque ministère, ou chaque SPF, que ce soit fédéral ou régional, a dit, voilà, OK, j'ai mon projet. Et vous avez l'impression que la Belgique pourra éviter ça, le catalogue 3 Suisse?
Le catalogue 3 Suisse, justement, est-ce que vous pensez que la Belgique pourra l'éviter? Je pense qu'on peut l'éviter, mais on ne va pas l'éviter à 100%. Mais j'espère vraiment que pour les grands axes, et allez, tout le monde le voit quand même, l'énergie, la transition énergétique, la transition au niveau mobilité et la transition digitale, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, les autres pays font des investissements également dans ce domaine-là. Et là, il faut bien se... Je donne toujours l'exemple. Je pense que c'était Elio Di Rupo à l'époque, il y a 10 ans, il y a 12 ans, quand il était ministre-président, maintenant, au moment qu'il est devenu Premier ministre, il a dit le secteur du pharma, pour moi, ça doit être un secteur de pointe pour la Belgique. On le voit maintenant. J'ai vu ce matin Boris Johnson dire on a commencé à vacciner. Oui, le vaccin a été développé en Europe. Heureusement que le Brexit n'est pas encore entré en vigueur, parce qu'autrement, je ne sais pas, c'est qu'il ne pouvait pas dire je suis le premier à pouvoir annoncer un vaccin. Non, soyons clairs. Donc, c'est ça des choix stratégiques. Et ici, maintenant, je pense que le gouvernement, ou les gouvernements ensemble, doivent déterminer les grands choix, les grands axes, et puis il y aura encore des petits projets à côté de cela. Ça, j'ai aucun problème. J'ose espérer que c'est dans ces 3 domaines-là qu'on évite le débat sur la répartition des sous, qu'on évite le débat sur c'est ma compétence ou c'est l'autre, qu'on évite le débat sur idéologique parfois, oui, sans le secteur privé ou avec le secteur privé. Si on le fait sans le secteur privé, ce seront des petits projets avec un impact très, très limité sur notre économie et sur notre société. Vous faisiez référence à la digitalisation, au numérique. Alors dans la déclaration gouvernementale, il y a 43 fois le mot numérique, mais à chaque fois, c'est lié, je dirais, à un catalogue d'intentions. Il faut être honnête, c'est relativement flou. Est-ce que ça, c'est quand même pas la priorité des priorités, y compris aujourd'hui pour les entreprises, sachant que beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui du mal à assurer l'adaptation de leur business model au nouveau code et forcément au commerce sur Internet. Est-ce que ça, c'est pas la priorité des priorités? Je pense que c'est une des priorités, peut-être la priorité des priorités. Il y a beaucoup de priorités et on ne peut pas les répondre à ces priorités ensemble au même moment. Mais la digitalisation, oui. Est-ce que vous ressentez aussi ce besoin-là? Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'éviter. Ou bien la Belgique suit ce qui est en train de passer au niveau international, ou bien nous allons rater le train. Et on a vu avec le e-commerce qu'on a raté le train. Aujourd'hui, tout le monde est en train de rattraper. Est-ce que vous allez... La Poste, Bipost, maintenant, même les syndicats disent il faut distribuer des paquets le samedi et peut-être le dimanche. Parce qu'autrement, on va rater le train. Si on aurait dit ça il y a 5 ans, il y a 7 ans, au moment qu'on parlait de ça, ça aurait été quand même quelque chose de génial. Où est-ce qu'on trouve maintenant les grands sites de distribution? Prenez la carte. Oui, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, en France et au Luxembourg. Enfin, mais pas en Belgique. Ça, on ne peut pas rattraper le retard, c'est trop tard. Oui, mais ce n'est pas à 100% trop tard. Quand je vois maintenant à quelle vitesse les entreprises se transforment, offrent des websites, des ventes électroniques et autres, mais ça demande une adaptation aussi de leur organisation et de leur organisation. Mais là, on parle des sociétés qui ont déjà une taille appréciable, mais pour les toutes petites structures de moins de 10 personnes, pour les indépendants, etc., c'est plus compliqué de s'adapter, non? Oui, c'est peut-être plus compliqué, mais là aussi, je vois qu'ils sont en train de se transformer à une vitesse incroyable. Et donc ça, c'est là, allez, je ne veux pas dire le bonheur de la crise, c'est pas un bonheur, mais c'est presque une obligation, c'est devenu une obligation, mais je vois qu'il y a des entreprises maintenant qui créent du business là, dans ce domaine-là, qui aident d'autres. Donc, notre économie, nos entreprises sont en pleine transformation, parce que c'est lié à ce type de crise, plus de ventes à distance et autres. Hier encore, j'ai lu un article, le takeaway, donc les commandes pour Noël et fin d'année. Certains sont déjà fully booked, pas de problème.
Donc, soyons... je pense que ce n'est pas encore trop tard, mais il ne faut pas attendre encore 1 an ou 2, parce qu'autrement, alors, c'est du business parti ailleurs. On faisait référence tout à l'heure aux mécanismes d'aide. Alors, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal, en matière ONSS, en matière de TVA, en matière d'impôts, le droit passerelle, le chômage temporaire. Ceci dit, on entend quand même qu'en matière logistique, en matière de versement de ces aides, tout ne fonctionne pas au niveau régional comme il le faut. Est-ce que vous l'entendez aussi? Est-ce que la situation en Wallonie, en tout cas, est parfois un petit peu compliquée? À Bruxelles et en Flandre, c'est aussi votre... Oui, c'est ce que vous entendez? Oui, allez... Que c'est pas très bien coordonné, que c'est pas bien géré. D'abord, au niveau de la coordination entre régions et le fédéral, je pense qu'il y avait des avancées et maintenant encore. Allez, je pense que c'est mieux qu'il y a au début de la crise. Au début de la crise, tout le monde faisait en urgence dans son coin ce qu'il pensait faire, qu'il pensait devoir faire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu plus de coordination. C'est peut-être aussi un peu plus lent, un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que on essaye maintenant de cibler un peu plus. Au mois de mars, c'était tout le monde. Voilà, on paye, on verse et on ne contrôle pas. Il faut le reconnaître à ce moment-là, tant du côté des travailleurs, mais même aussi du côté des employeurs. Après coup, on s'est dit, oui, mais ici, on a aidé quelqu'un. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ou est-ce que c'est... Oui, parfois c'était un peu trop généreux. Il y a eu des abus aussi, apparemment. Il y a des abus, donc de tout le monde. Et donc maintenant, ils ont tiré des leçons de ça. Mais ça veut dire que les règles sont plus strictes, encadrées, et ça demande un peu plus de temps, parfois. Et oui, c'est de temps en temps, oui. C'est le retour que vous avez aussi du terrain, que c'est compliqué. Est-ce que ça met des entreprises davantage encore en difficulté réellement ou bien non, je veux dire, ça reste gérable. Difficile à dire pour moi. Honnêtement, j'ai des retours de ce genre-là. Oui, ça prend un peu de temps, c'est un peu compliqué. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué que l'autre fois? Ok, c'est comme ça, rien à faire. Mais allez, un appel que je voudrais lancer, je pense que les administrations font ce qu'ils peuvent faire. S'il y a des problèmes, il faut pouvoir en parler. Et je pense que quand les gens de bonne volonté se mettent autour de la table, on peut trouver une solution. Voilà. Alors tantôt, vous me disiez que vous attendiez plus ou moins 100 000 pertes d'emplois l'année prochaine. Est-ce que vous estimez que les entreprises devront agir de manière peut-être un peu plus morale, entre guillemets, éthique, en renonçant par exemple au versement de dividendes, comme ça a été demandé à une époque, ou bien de renoncer à des bonus de top manager? Est-ce que vous pensez qu'il va falloir adapter ça aussi, leur petite pierre à l'édifice, quoi, en somme? Je pense que cette adaptation... Elle est déjà faite? Elle est déjà faite ou est en cours. Je ne sais pas, mais est-ce que vous avez déjà vu des annonces de bonus énormes ou de dividendes énormes? Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises et même les actionnaires le savent, on est en train de voir comment pouvons-nous survivre cette crise. Et donc, soyez rassurés, comment dirais-je, les actionnaires, ils sont aussi à la recherche des solutions pour que l'entreprise puisse survivre. Parce que s'il y a échec au niveau des entreprises, les actionnaires perdent tout. Perdent tout. Donc, mais de temps en temps, il faut bien le reconnaître, le versement d'un dividende, oui, on le verra encore, parce que c'est nécessaire, parce qu'il faut récompenser votre investisseur qui est peut-être de l'autre côté de l'océan, et donc il faut le maintenir à bord. Donc, c'est cet équilibre-là, mais qui aura un impact sur le montant des dividendes. Je m'attends à ce qui est vraiment, quand on va examiner les chiffres dans quelques mois, à mon avis, on va voir le résultat, d'ailleurs, avec un impact sur le budget de l'État aussi. Quand il y a moins de dividendes, il y a moins de précomptes, il y a moins de recettes pour l'État également. Donc voilà. Bon. Vous parlez du budget, effectivement, un déficit cette année qui va tourner autour de 40 à 50 milliards, on ne sait pas encore très bien, mais dans ces eaux-là. L'année prochaine, la secrétaire d'État Eva de Blecker parie sur un déficit de 17-18 milliards, ce sera peut-être sans doute un peu plus, mais effectivement, le taux d'endettement public qui augmente aussi. Donc on a des finances publiques qui sont quand même relativement abîmées par la crise.
Est-ce que tout le monde doit contribuer? Bon, il y a une grosse discussion, vous l'avez vu, sur la taxe compte titre, mais de manière plus générale, est-ce que vous pensez qu'effectivement, les plus larges épaules, c'est l'expression à la mode pour le moment, doivent vraiment contribuer? Ben, c'est toujours comme ça. Les plus larges épaules contribuent le plus. Quelqu'un qui gagne bien sa vie et qui tombe en chômage temporaire avec les plafonds qu'on connaît sont le plus touchés aussi. Donc, et avec le taxe compte titre, et donc le gouvernement a pris une décision. Voyons ce que le Conseil d'État dit et comment le Conseil d'État a rendu son avis. Et donc, je pense que ça va passer. C'est important. Mais aujourd'hui, je pense que le gouvernement a pris le juste chemin, c'est-à-dire taxer ou commencer à taxer qui que ce soit aujourd'hui, en 21, ce n'est pas la bonne voie à suivre. Soyons clairs. Et si les mesures ont un impact temporaire, et si nous pouvons redresser l'économie à partir de, j'espère vraiment à partir de la deuxième moitié de 21, peut-être à partir de 22, ok, alors il y aura un problème temporaire, budgétaire, mais à résoudre à terme. Mais c'est pour ça qu'il est très important qu'on commence à réfléchir également à des mesures, parce que le gouvernement a quand même fixé son objectif à 80%. Mais c'était la question que j'avais effectivement. Donc on commence à réfléchir à ça. Si. Donc, pour moi, il y a deux axes vraiment de réflexion à long terme. Un, la solvabilité des entreprises. Et deux, le taux d'emploi à 80%. Vous y croyez, ça, à ce taux d'emploi? Parce qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 70-71% en moyenne. C'est très ambitieux. Un peu plus en Flandre, ça doit donner. C'est très ambitieux, mais ça ne me gêne pas du tout de mettre un objectif ambitieux, parce que ça veut dire qu'il faut maintenant agir, il faut vraiment des mesures concrètes. Il faut vraiment que cette conférence pour l'emploi... Mais quelles mesures concrètes? Parce que c'est vrai qu'on va discuter de beaucoup de choses, mais comment concrètement amener un taux d'emploi de 70 à 80%? Ça veut dire remettre au travail certaines catégories de personnes, c'est fixer des seuils, des limites plus strictes? Commençons avec le début. Ça commence avec la compétitivité de nos entreprises. J'espère vraiment que les ministres qui sont au pouvoir aujourd'hui connaissent l'histoire. C'est déjà la 3e fois ou 4e fois qu'on risque de commettre la même erreur. Entre 2010 et 2015, 2008 et 2015, on a perdu 90 000 emplois parce que le handicap salarial est passé jusqu'à 16%. Et donc même le gouvernement des Rupo ou Charles Michel ont dû prendre des mesures de rester. Donc si la compétitivité est menacée, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Le taux d'emploi de 80%, on ne l'atteindra jamais. La seule solution, c'est comme alors pendant les années 70, c'est mettre au travail des gens dans le secteur public. C'est créer massivement de l'emploi dans le secteur public. Et ça, c'est pas une solution. Et ça, c'est pas une solution. Ça, c'est pas une solution. Pas du tout. Le passé l'a démontré également. Donc, si on ne peut pas préserver que l'économie belge, une économie exportatrice, garde ou maintient son taux, comment dirais-je, de compétitivité, on est allé jusqu'à 16%, 10% maintenant, et si on dérape de nouveau, on peut oublier les 80%. On peut oublier. C'est aussi simple que ça. Première chose. Et deuxième chose, ça fait figure également dans le cadre du gouvernement, c'est d'une manière ou d'une autre l'organisation de notre marché du travail. Le mismatch entre l'offre et la demande, entre les régions, entre les sous-régions, entre certains secteurs. Et donc, le e-commerce est l'exemple type. Donc, qu'on le veuille ou non, les pays qui ont un taux de travail, un taux d'emploi plutôt plus élevé, ce sont des pays qui se sont inspirés de nouvelles façons de travailler. Et c'est la raison pour laquelle je suis très content que dans la déclaration des partenaires sociaux de septembre, ce 7 septembre, qu'on parlait pour la première fois, en néerlandais c'est plaats en tijd onafhankelijk werken, c'est donc le travail indépendamment du lieu et du temps. On ne parle plus du télétravail, on parle de comment est-ce qu'on s'organise pour qu'on puisse faire le travail à distance, à un autre endroit, indépendamment du temps.
Et ça, c'est un concept moderne. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est dans ce sens-là qu'il faut passer des accords avec les syndicats et autres. Donc là, vous parlez effectivement du travail de nuit, les heures supplémentaires, voilà, c'est tout des thématiques dérivées sur lesquelles vous souhaitez plus de flexibilité. Pour le travailleur, qu'est-ce que je constate maintenant? On travaille à la maison. On dit, OK, entre 15h et 16h, je m'arrête un tout petit peu parce que je dois aller chercher mes enfants, par exemple, à l'école. Ça doit être possible. Mais alors, il faut peut-être commencer à 8h30 au lieu de 9h le matin. Donc, ça donne plus d'indépendance, je dirais, quant à l'organisation du travail dans le chef du travailleur. Donc, on parle toujours de la flexibilité de l'entreprise. Moi, je parle de la flexibilité du travailleur également. C'est cet équilibre-là. On est habitué à raisonner, je me déplace vers mon lieu de travail et puis le soir je rentre. Et pendant ces heures-là, je fais mon travail. Si on demande plus de flexibilité d'un côté, il y aura aussi plus de flexibilité pour l'autre côté. Et c'est cet équilibre, ce nouvel équilibre qu'il faut trouver entre partenaires sociaux. Et donc l'expression le travail indépendamment du lieu et indépendamment du temps de travail est une bonne source d'inspiration pour une organisation de travail moderne adaptée aux circonstances qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors on parle des partenaires sociaux, on est en pleine discussion au niveau de l'AIP, l'accord interprofessionnel. On attend évidemment le chiffre du Conseil central de l'économie, mais apparemment les discussions sont un petit peu difficiles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marge de toute façon, vu le contexte de crise, vu... les chiffres seront de toute façon relativement faibles, mais faisiez référence à la compétitivité qui doit être préservée. Est-ce que c'est un message qui est adressé aussi? Heureusement que je porte un masque maintenant, parce que là, vous ne voyez pas mon body language et ce que je pense réellement, parce que je ne vais pas en dire beaucoup aujourd'hui. Je trouve que la situation est tellement difficile et grave, tant pour les entreprises que pour les travailleurs. La seule chose que je veux dire, les partenaires sociaux doivent assumer leurs responsabilités. Pure et simple. Si maintenant, un des 10 autour de la table me dit « Désolé, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, je veux que ça tourne comme ça tourne », alors on n'assume pas sa responsabilité. Ce sera difficile pour tout le monde. Mais le fait de pouvoir passer un accord, à mon avis, sera considéré comme un élément extrêmement important par tout le monde dans la société anonyme belgique. Là, vous mettez la pression sur la FGTB. Je mets la pression sur tout le monde, aussi sur mon organisation, sur tout le monde. Parce que les extrêmes, c'est très difficile de les défendre. Mais moi, je défends le compromis. Parce que je suis absolument convaincu que ce pays a besoin d'un accord interprofessionnel. On ne l'a pas eu en 1993. Le plan global est intervenu. On ne l'a pas eu pendant la crise financière de 2008. Le gouvernement a dû intervenir avec des mesures importantes. Mais naturellement, passer un accord, c'est très facile de passer un accord où on voit dans 2-3 ans que l'économie est à plat, la compétitivité est dégradée. Est dégradée. Qu'est-ce qu'on a gagné alors? Rien du tout. Donc il faut donner de l'espoir. Et donc, pour moi, il faut maintenant que les partenaires sociaux démontrent qu'ils sont vraiment des partenaires sociaux. Et ça se fera au mois de janvier alors? Ça se fera, à mon avis, et espérons-le, le plus vite possible. Je ne vais pas parler de timing, mais le plus vite possible, parce que ça sert à rien de passer un accord après la crise Covid. Un petit mot sur la mobilité, c'était aussi un des thèmes que vous avez mis en avant. Je voulais juste avoir votre avis sur la taxe kilométrique. Les régions ont des avis différents, ou ont eu des avis différents au cours du temps. L'idée du péage urbain est plébiscitée par une région, la taxe kilométrique par une autre. Quel est votre avis, vous, par rapport à ça? Mon avis est basé sur une position commune de tous les employeurs, au nord, au centre et au sud du pays, qui date de 2017, qui disait quoi? Une taxe kilométrique intelligente, c'est une bonne chose pour, comment dirais-je, encadrer les flux de mobilité, à condition que ce soit au niveau belge,
à condition que ce soit en fonction du temps, de la place, l'endroit et autres, d'autres, une série de conditions. Parce qu'il ne faut pas taxer quelqu'un qui roule au fond des Ardennes où il n'y a personne qui roule en voiture, de le taxer quand il se déplace. Donc il faut le faire en fonction du lieu, du temps, etc. Et troisièmement, qu'on supprime d'autres taxes. Hein, qu'on taxe davantage l'utilisation du véhicule au lieu de la possession. Et donc, et quatrièmement, qu'il y ait une vision commune. Parce que ce que Bruxelles fait, je décide, je m'en fous du reste, il n'y a pas de parking dissuasif, vous venez à Bruxelles, c'est une taxe, alors ils n'avaient pas encore pensé aux conséquences pour les voitures de leasing, ça je trouve ça extraordinaire, ils ont étudié le dossier pendant des mois, et alors il y a un simple fiscaliste qui dit, mais est-ce que vous avez pensé, ah non, on n'a pas pensé à ça, oui, il y a un problème, allez, désolé. Ce n'est pas en faisant... Quel est le qualificatif que vous employeriez pour cette sortie de la région de Bruxelles alors? Je ne sais pas, mais si on veut réussir avec une concertation, si on dit, il se dit, nous voulons la concertation sociale, mais ce n'est pas en partant avec la fanfare devant qu'on va récolter des réussites. Hein. S'ils avaient annoncé, nous voulons démarrer au sein du comité de concertation une vraie discussion sur une taxe kilométrique négociée entre les différentes parties, partant de quelques principes, alors j'aurais compris, oui. Et j'aurais même le soutenu. Mais maintenant... Donc là, non, c'était une sortie prématurée, quoi. C'est la même chose avec les règles des Zaventem. Hein? Si une région impose ou veut imposer ses propositions à une autre région, ben, ça provoque uniquement des tensions, des problèmes, des personnes qui viennent travailler à Bruxelles sont inquiets. Et donc Bruxelles doit bien savoir, s'il continue, ben alors où est-ce que les entreprises vont s'installer, les nouvelles entreprises, ils vont s'installer dans la périphérie. Une délocalisation, quoi, est à craindre. Est à craindre, oui. Et c'est déjà un petit peu en cours. Hein? Une nouvelle entreprise, où est-ce qu'elle veut s'installer? À part peut-être, des boutiques ou des entreprises de vente ou de touristique ou autres, oui, je comprends. Je me demande, quelle est la stratégie finale de Bruxelles? Et il se réfère toujours à Copenhague et autres. Mais Copenhague, ce n'est pas une ville, c'est une région. Hein? Ici, une partie, elle est Bruxelles capitale, de Metropolitan of Brussels. Ça va jusqu'à Leuven, ça va jusqu'à Alost. Hein? Ça, c'est Copenhague. Hein? Et ils ont décidé de mettre des parkings dissuasifs à l'entrée de la ville et de là, ok. Qui seront bientôt payants d'ailleurs à Bruxelles. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça à Delta, etc. D'ici fin 2021. Ils ont créé le piétonnier, ok, fine, nice, en disant oui, il y aura des parkings dissuasifs. Est-ce que vous avez vu des parkings dissuasifs à Anderlecht? Non, Anderlecht dit, ou la Flandre dit, non. Le bonheur pour Bruxelles et les charges pour nous. Donc il faut un accord, il faut passer par un accord, certainement autour de Bruxelles. Parlons d'un autre type d'accord. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, sur le droit de grève, donc il y a eu une décision de justice qui est intervenue, je ne veux pas y revenir, beaucoup d'encre a coulé sur le sujet, mais je voulais avoir votre avis sur est-ce qu'il faut un nouveau gentleman's agreement au niveau des partenaires sociaux sur ce droit de grève? Est-ce qu'il faut un droit de grève plus clair, en somme? Je pense que c'est nécessaire. Je vous signale d'ailleurs, au moment que cette affaire a commencé, c'était 2015, c'était la FCTB qui avait demandé, en premier lieu, de pouvoir négocier un nouvel accord, un nouvel gentleman's agreement entre partenaires sociaux. On a répondu oui. Et la première semaine ou la deuxième semaine, ça allait. Et après 2-3 mois, l'histoire de Liège, c'était déjà loin, et personne, non, on n'avait plus besoin. Je pense qu'il faut clarifier certaines positions. Le droit de grève n'est pas absolu. Pour certains, ils disent absolu, ça veut dire nous pouvons faire ce qu'on veut, et quand il y a un problème, on n'existe pas. Mais ça, c'est une situation extrêmement facile. Hein?
Quand j'organise un petit barbecue avec mon club de foot, avec les petits jeunes, qui est responsable? C'est le président de club de foot quand il y a un problème. Hein. Ici, personne n'est responsable et on peut se permettre tout. Non, il faut que je pense, nous sommes demandeurs qu'il y ait de nouveau un gentleman's agreement, un bon gentleman's agreement, adapté à ce qui s'est passé entre l'ancien, c'était 2003, 2004 et aujourd'hui. Et on a eu de bonnes discussions. On est à ça d'un accord en février, je pense, février 2015, je pense, 2016, enfin, quelques mois après les problèmes à Liège. Ok, je pense qu'il est utile. Et là, vous pensez que c'est possible de les relancer? En respectant les règles de l'OIT. Hein. Moi, j'ai aucun problème, mais alors, toutes les règles de l'OIT, hein, tout, hein, pas uniquement ce qu'arrangent les syndicats, hein, tout. Hein. Vous pensez que c'est possible dans les prochaines semaines, prochains mois, de relancer une discussion là-dessus? C'est sur la table ou c'est prématuré? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous lancez l'appel. Moi, allez, disons ceci. Il y a une affaire en justice, le justice va faire son travail, ce n'est pas à moi d'intervenir là-dedans. Hein. Mais je sais pertinemment, si on ne le règle pas entre partenaires sociaux, ce sera réglé par la loi et par les juges. Hein. C'est ça la question, et donc il faut poser la question aux syndicats. Est-ce qu'ils veulent davantage qu'il y ait plus d'affaires juridiques et que la loi intervienne et donc que c'est plus encadré légalement et autres, ou est-ce qu'ils privilégient un accord avec nous, mais alors avec un accord avec un peu de substance, naturellement. Parfait. Merci, Monsieur Timmermans. Merci à vous.